Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le plus beau métier du monde célèbre aujourd'hui sa journée. Le 3 mai est consacré à la liberté de la presse, qui est une quête permanente dans certains pays en conflit et un acquis dans des pays comme le Burkina. La politique des ressources en eau des pays de l'Afrique de l'Ouest pré-AO, expliquée dans un atelier réunissant experts de la CEDEAO et du Burkina, une politique pour mieux gérer les ressources en eau de la sous-région. Ainsi donc, le 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse, est célébrée chaque année pour permettre aux journalistes et professionnels des médias de réfléchir autour du libre exercice de leur métier. De nombreuses manifestations sont organisées au Burkina pour marquer cette journée. Un panel s'est tenu ce matin en présence du ministre de la Communication, Alain-Edouard Traoré, qui se prononce sur la célébration de cette journée. La presse est un acquis essentiel dans le cadre de notre démocratie, mais il faut y veiller à tout moment. Vous savez, les difficultés peuvent venir de partout, ça peut venir de certains individus, ça peut venir de certains groupes, et c'est pour dire que le combat n'est jamais terminé. Tout de suite, je le disais dans mon mot, et cette liberté, et j'invite les journalistes eux-mêmes à y veiller et à travailler à ce que chaque jour davantage aucune atteinte, aucune perspective ne puisse mettre en danger cette liberté, parce que c'est une donnée essentielle pour l'approfondissement de notre démocratie. Nous reviendrons plus longuement sur ce panel au cours de nos prochaines éditions. La célébration du 3 mai nous permet de nous intéresser aux médias en ligne qui viennent révolutionner la pratique du journalisme. Ces médias revendiquent aussi leur part à la consolidation de la liberté de la presse. État des lieux des médias en ligne avec ce dossier signé Fousseni Kindo. Après avoir révolutionné les communications à travers la planète, Internet et la technologie Web 2.0 ont fini par déstabiliser les modes d'information et de communication aujourd'hui. Avec ces nouvelles plateformes, une révolution s'est opérée dans la diffusion de l'information. Le journaliste n'est plus seul à décider du contenu des médias. Il y a un changement dans le mode de fonctionnement de l'information. On n'a pas besoin d'attendre 24 heures. Et un bon journal doit normalement fonctionner selon ce principe-là, de diffuser rapidement l'information qui est disponible, quitte à revenir dessus à travers un développement sur divers aspects. Sur la toile au Burkina Faso, une quinzaine de presses en ligne se partagent l'espace. Du faso.net à fasoactu.net ou encore à burkina24.com, l'offre est riche et diversifiée. Des télévisions et radios exclusivement disponibles sur Internet existent désormais. Fasoactu.net, c'est un journal en ligne qui relaie l'information au niveau national et même au niveau international. Au niveau national, nous avons des correspondants un peu partout. S'il y a un événement à Bobo, à Dédougou, à Wayugia, ceux qui sont là nous envoient par email les informations et nous directement on publie. L'engouement pour cette presse en ligne a conduit la presse classique à se mettre à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Ainsi, des quotidiens comme Sidoya, l'Observateur Palga, Le Pays ou encore la RTB ont vite fait d'adopter le multimédia, histoire de mieux exister. C'est une mutation qui s'imposait parce que depuis en tout cas l'avènement des technologies de l'information et de la communication, les médias ont trouvé ici une autre occasion, une autre plateforme, un autre support pour pouvoir diffuser leurs informations. Parce que le rôle des médias, en tout cas, leur intérêt c'est quoi? C'est de pouvoir diffuser largement les informations. L'exercice de la démocratie et le souci de transparence dans la gouvernance de nos États commandent de nouveaux types de rapports entre les médias en ligne et la citoyenneté. Sous couvert de l'anonymat, on y voit de plus en plus le citoyen réagir à l'information que lui apporte le journaliste. Toute chose qui permet aux journalistes de se remettre en cause. Et normalement, les journalistes, ils sont prompts à critiquer les autres, c'est bon, c'est leur métier, ils devraient souffrir aussi que l'on puisse les critiquer. Mais moi je pense que la critique c'est une très bonne chose, pourvu que ce soit une critique constructive. Si c'est juste une critique pour critiquer, je pense que ça n'apporte rien au débat, ça n'enrichit personne. On est dans ce qu'on appelle par l'économie de l'attention, où l'attention que les gens prêtent à ce que vous faites n'est jamais garantie. C'est à vous
de formater l'information avec le plus de séduction, je vais dire, possible pour retenir le consommateur. Et il est vrai que ce qui intéresse beaucoup d'internautes, ce sont les commentaires. Le journaliste doit faire avec. Et cela est normal aussi quand on regarde ce qui est diffusé. Les gens s'informent par d'autres sources. Donc ils ne viennent pas forcément sur le site pour s'informer, ils viennent aussi pour échanger, pour discuter. Donc il peut avoir suivi la radio, la télé, il peut avoir suivi sur d'autres plateformes l'actualité telle qu'elle se passe. Donc le complément qu'il vient chercher, c'est l'échange, la mise en relation avec d'autres usagers. Il est vrai que l'évolution a permis aux médias en ligne d'avoir une participation directe, immédiate, constante, pointue, c'est-à-dire qu'on ne peut plus recevoir seulement l'information, on peut en donner, on peut la commenter, on peut aussi la faire circuler. C'est la liberté de presse qui gagne. Je pense que c'est en analysant la contribution des internautes dans les forums, le dynamisme des contributions, le nombre et aussi la passion qui se dégage parfois dans les échanges, on peut noter l'intérêt que le public a pour ces espaces d'expression aujourd'hui et qui contribuent donc à la formation de l'opinion. La plupart des grandes questions qui se posent, vous verrez que le débat continue ou en tout cas est initié, est mené dans les plateformes. Ce sont des espaces qu'on avait, je dirais, qui n'existaient pas parce qu'il y avait des cadres de débat aussi qui existaient. Mais Internet a créé de nouveaux espaces de discussion qui ne sont pas négligeables en termes de démocratie. L'importance des réactions sur la plateforme Internet de l'Observateur Palga a amené le journal à en faire un écho dans le papier. Le journal des forumistes est autant plus lu que les articles à la une du quotidien. Le fait que les internautes puissent réagir aux articles, puissent critiquer même deux fois le contenu, la forme de l'article, ça joue beaucoup, en tout cas sur la production des journalistes, surtout quand l'intéressé sait que son article doit être monté sur Internet. Vraiment, il s'applique beaucoup. Par le passé, avant, quand on faisait la modération a posteriori, il y a eu des confrères qui sont venus me dire « ne montez pas mon article sur Internet » et tout. Donc ça veut dire que ça a une influence sur eux et je pense que ça a permis, en tout cas, de faire cet appel au professionnalisme au quotidien. La presse en ligne et les plateformes qu'elle offre désormais sont des espaces de liberté et de démocratie. Et ces espaces seront ce que ces acteurs voudront qu'ils soient, c'est-à-dire des lieux de débat constructifs. Au plan international, la situation de la liberté de la presse demeure inquiétante dans certains pays comme la Syrie et l'Iran. Par contre, la Birmanie a fait une avancée significative avec le retour de certains journaux privés. À l'occasion de ce 20e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le secrétaire général de l'ONU a une fois appelé les gouvernements et les sociétés à tout mettre en œuvre pour protéger la sécurité des journalistes. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ce 3 mai, les médias font le bilan de leurs victimes. Marie Colvin, Mika Yamamoto ou Gilles Jacquier sont morts en Syrie l'an dernier, comme 36 autres titulaires d'une carte de presse. La Syrie est donc devenue le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes, alors qu'en Iran, ils sont des dizaines à être incarcérés. D'après Reporters sans frontières, 19 journalistes ont été tués depuis le mois de janvier, 90 sont morts l'an dernier. Le secrétaire général de l'ONU a donc exhorté tous les pays à garantir la liberté de la presse sur le terrain, en accord avec le plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité, en inscrivant notamment dans la loi de meilleures garanties pour les protéger. 2013 apporte tout de même son lot de bonnes nouvelles. En Birmanie, de nombreux journaux privés ont pu être à nouveau publiés après 50 ans de censure et de monopole d'État. Pour une meilleure gestion des ressources en eau dans l'espace CEDEAO, la conférence des chefs d'État et de gouvernement adoptée à Abuja en 2008 une politique des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé PREAO. C'est pour vulgariser cette politique que se tient à Ouagadougou un atelier réunissant experts de la CEDEAO et du Burkina. Reportage Moumouni Soubega.
C'est à la 35e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue en 2008 à Abuja, que la politique des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest a été adoptée. Elle se veut un cadre d'intégration et de gestion concertée des ressources en eau des bassins de la région, fondé sur 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est réformer la gouvernance locale. Le second axe de cette politique porte sur la promotion des investissements. Là, l'idée essentielle est de valoriser les immenses ressources en eau dont possède notre région. Et le troisième axe de cette politique porte sur la promotion de la coopération et de l'intégration régionale. Pour les pays comme le Burkina qui subissent des fluctuations climatiques permanentes, une telle politique est une opportunité à saisir. Au regard de la rareté de la ressource, il faut que le Burkina s'implique dans toutes les politiques visant à une meilleure gestion intégrée des ressources en eau pour évidemment défendre les intérêts de notre pays en ce qui concerne cette ressource naturelle. Il est désormais question de partager les enjeux et opportunités de cette politique avec les acteurs des pays membres. Au Burkina Faso, il est de ce fait prévu une présentation de ces textes avec les acteurs du secteur de l'eau et une formulation d'un plan stratégique de vulgarisation pour une gestion durable des ressources en eau. Lancement hier à Banfora par le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation des activités du programme d'appui aux collectivités territoriales PACET dans la région des Cascades. D'une durée de 5 ans, le PACET a pour objectif de renforcer les capacités des organisations de la société civile sur les participations citoyennes au développement de leur collectivité. Reportage à Adi Sandamba. À peine 1 an après son lancement au plan national à Manga, le PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales, déballe ses ambitions aux populations de la région des Cascades. C'est à travers sa sous-composante 3.1 que le programme entend renforcer la surveillance communautaire sur les performances des 33 communes que compte la région. Pour y arriver, le programme a porté son choix sur le CESAO-PRB, le Centre d'études économiques et sociales d'Afrique de l'Ouest pour le régional Burkina, comme maître d'œuvre. Il s'agit donc de renforcer les capacités de la société civile à être partie prenante parce que le processus de la décentralisation le prévoit. Il place la société civile qui est l'interface entre les élus et la communauté. Pour que le citoyen qui contribue sache qu'est-ce qu'on fait de sa ressource, tout comme il sache qu'il a le devoir aussi de contribuer au développement de cette collectivité. Et au ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, l'on appelle à la participation citoyenne ainsi qu'à la cohésion sociale. Nous demandons aux organisateurs et à ceux qui vont mettre en œuvre cette composante de faire en sorte que le message puisse être unique et surtout de cohésion sociale. Parce que rien ne peut être entrepris s'il n'y a pas de cohésion sociale, s'il n'y a pas de paix sociale. À travers prestations techniques et financières, tout en se focalisant sur la communication et la sensibilisation, ce programme est prévu pour s'exécuter pendant 5 ans. Et pour cette première phase, ce sont 6 régions pilotes qui ont été retenues, à savoir les Cascades, le centre-est, le centre-sud, le centre-nord, le plateau central et le Sahel. Poursuite de la série des rencontres initiées par le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi avec les jeunes du Burkina. Lundi dernier, c'était au tour de la jeunesse des Hauts-Bassins d'échanger avec le ministre Émile Diala autour de sa nouvelle vision pour le département. Reportage Sanoua Christine Koulibaly. Doter le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi de statistiques fiables pour servir de référence en matière de promotion de la jeunesse, le management participatif, mais surtout la bonne gouvernance constituent les grandes lignes de la vision de Baska Émile Diala pour insuffler un nouveau dynamisme à ce département. Une vision qu'il est venu partager avec la jeunesse des Hauts-Bassins. C'est un ministère qui reçoit énormément de ressources mis à notre disposition par le chef de l'État, et ces ressources-là, nous devons nous assurer que ces ressources-là vont là où elles doivent aller. Si c'est mis au niveau du ministère pour promouvoir la création d'emplois, pour développer des jeunes promoteurs, que effectivement ces ressources-là aillent là-bas. Donc nous devons vraiment être bonne gouvernance. Et c'est ainsi d'ailleurs que j'ai un peu procédé à des changements au niveau des différents fonds pour un peu donner un signal aux jeunes pour qu'on est là à leur service. Parce qu'un ministre, c'est un serviteur.
Un serviteur qui se veut également être à l'écoute des préoccupations et des aspirations de la jeunesse. Un tête-à-tête a permis aux deux parties de s'exprimer sans faire dans la dentelle. À la région de Haut-Bassin, je pourrais dire que les choses évoluent mais très lentement. C'est tout le temps les mêmes discours, mais nous avons foi à ces ministres parce que la jeunesse l'attendait beaucoup, avec pas mal de questions dont nos préoccupations d'une part ont été levées. Et je crois très bien que cette prise de contact aujourd'hui nous permettra réellement de mieux travailler et à résoudre les problèmes de la jeunesse actuelle. Les acquis engrangés par le ministère, les chantiers à court terme ont été également abordés au cours de ce premier contact entre le ministre et la jeunesse des Hauts-Bassins. La maison communautaire des jeunes filles de Manga a reçu hier la visite du ministre de l'Éducation nationale et du représentant résident de l'UNICEF au Burkina. La maison communautaire pour les jeunes filles est une structure qui fait la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Cette sortie a permis aux hôtes du jour de voir le fonctionnement de cette maison et d'avoir des échanges avec les principaux acteurs du système éducatif de la région. Reportage Salinana. À l'intérieur du système éducatif burkinabé, les autorités accordent une attention particulière à l'éducation des filles et des femmes. Grâce aux efforts conjugués de l'État et de ses partenaires techniques et financiers, la maison communautaire pour jeunes filles de Manga ouverte en mai 2011 participe à la promotion de l'éducation des filles. Et l'UNICEF, qui fait de l'éducation des filles sa principale activité, a fait le déplacement de Manga pour s'inquérir du fonctionnement de l'infrastructure. Nous avons pu toucher du doigt la réalité du fonctionnement de la maison. Le taux d'occupation, de fréquentation, les résultats scolaires des enfants et surtout le travail qui est fait par le comité de gestion pour s'assurer que la maison puisse fonctionner de manière continue. Et je voudrais surtout saluer le travail qui a été fait pour élargir l'assiette des partenaires. Des échanges avec les acteurs impliqués dans la gestion et le fonctionnement de la maison communautaire et les bénéficiaires ont permis aux premiers responsables de l'éducation de dégager des perspectives et voir dans quelle mesure assurer l'accès et l'achèvement du poste primaire à la jeune fille. Nous sommes en train de construire, c'est une innovation et il ne faut pas non plus oublier qu'en termes de programmation et de planification, c'est les 45 provinces du Burkina que nous visons et nous allons capitaliser d'abord à Manga pour pouvoir maintenant élargir au niveau national. Si l'objectif de départ de cette maison qui est de sécuriser les filles tout en les offrant de meilleures conditions de vie et d'études est en partie atteint, des difficultés demeurent. Nous avons aussi évoqué la question de la documentation parce qu'une documentation assez fournie permet à chacune d'aller puiser le savoir au niveau de ces documents-là. Et que, bon, en la constituant, en tout cas, ça fait un support pédagogique important pour ces enfants. Bâtie sur une superficie de 5 hectares, la maison communautaire pour jeunes filles de Manga accueille une centaine de filles. En plus de leur éducation scolaire, elle bénéficie aussi d'encadrement pour des activités génératrices de revenus. Le réseau africain de lutte contre la prostitution a engagé un combat sans merci contre le fléau en milieu scolaire. Il a lancé une campagne de sensibilisation et d'information hier au lycée Sontaba de Ouagadougou. La campagne devrait toucher une vingtaine d'établissements de la capitale pour un changement de comportement. Yolande Lompo. C'est 200 000 à prendre à l'essai. 200 000, c'est pas. Ok. Mais une condition. Laquelle? C'est préservatif. Je travaille pour nous sans préservatif. L'appât du gain facile et les mauvaises fréquentations poussent certains jeunes à délaisser l'école pour exercer le plus vieux métier du monde. Le phénomène est réel en milieu scolaire et concerne aussi bien les filles que les garçons qui ne se soucient plus de préserver leur santé et leur dignité. Ces élèves du lycée Sontaba l'ont bien compris, d'où cette mobilisation à l'occasion du lancement de la campagne de sensibilisation et d'information pour dire non à la prostitution. Une campagne organisée par le réseau africain de lutte contre la prostitution avec le soutien de ses partenaires. Créé en 2010, le Air-Pros Africa a pour mission de lutter contre le trafic d'enfants et la prostitution. Aussi tente-t-il de redonner à chaque fille
La possibilité de grandir dans sa famille. Ceux qui ne veulent pas, jusqu'à aujourd'hui, lâcher les enfants et qui disent que ces enfants-là, il faut qu'ils se donnent à la prostitution parce qu'ils se nourrissent de cela, nous leur disons, laissez ces enfants-là. Laissez les enfants vivre leur vie. Actuellement, nous avons 20 établissements pilotes, 20 établissements situés dans des zones prostitutionnelles que nous avons identifiés. Et c'est à travers ces 20 établissements, nous allons faire ces causeries débats. Et jusqu'au 31 décembre 2013, cette campagne de sensibilisation va se poursuivre avec en ligne de mire des projections de films sur la thématique et des causeries débats. Venons-en maintenant à l'installation des maires. Dans le San Matenga, le maire de la commune rurale de Mané a été installé le 25 avril dernier. Pour l'occasion, la population et les ressortissants de la localité sont sortis massivement car ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Le nouveau maire est issu du CDP et place son mandat sous le signe du respect de l'union et du travail. Reportage Yolande Lompo. Les pas de danse de ce sexagénaire illustrent bien la joie de la population de Mané et celle des ressortissants présents à cette cérémonie. L'écharpe nouée autour de la taille et voici Jean-Paul Ouedraogo, nouveau maire de la commune de Mané, installé dans ses fonctions pour un mandat de 5 ans. Le maire sortant Ousmane Sanfo lui confie alors la clé de la ville. Sa commune compte 44 villages et 5 secteurs. Issu du CDP, son mandat il le place sous le signe du respect de l'union et du travail. Nous allons tenter d'abord de trouver l'union entre les frères et les filles de cette cité. Nos actions prioritaires. D'abord, il faut qu'on mange bien. Manger bien, cela veut dire que l'agriculture, il faut que ça se développe. En deuxième point, il faut que l'enseignement, que nos enfants soient bien scolarisés. Ensuite, je peux aussi parler de l'élevage, parce que la région n'est pas négative en élevage. Nous allons tenter aussi vers l'élevage. En urbanisme aussi, nous avons pas mal de problèmes. Les 91 conseillers municipaux, dont 42 femmes qui l'ont porté à la tête de la mairie le 6 mars 2013, ainsi que les membres du bureau exécutif, sont présentés à la foule. Nous avons plusieurs ethnies en termes de diversité, et c'est avec toute cette diversité-là qu'il faut absolument travailler. Et donc, si j'ai vraiment un conseil à leur donner, c'est de se dire il faut qu'ils se mettent au travail, mais au travail avec l'ensemble de la société et surtout de la diversité. Et pour les 5 années à venir, la nouvelle équipe dit attendre beaucoup des fils et filles de la région ainsi que de toutes les forces vives pour faire de Mané une commune émergente. Autre installation, celle du maire de Bagaré dans le Passoré. Hélène Saba Ouedraogo rebelote pour un second mandat à la tête de cette commune rurale. Le parrain de cette cérémonie qui a eu lieu hier était le général Gilbert Diendéré. Le nouveau conseil municipal place son mandat sous le signe du renforcement des acquis et la consolidation de la cohésion sociale. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. Avec ses 24 hameaux de culture et 23 000 âmes environ, la commune de Bagaré, située au nord du Burkina Faso, renouvelle sa confiance à Hélène Saba Ouedraogo, d'où le présent cérémonial. Un cérémonial officiel d'entrée en fonction pour 5 autres années de Madame le maire et 48 conseillers municipaux issus de 3 partis politiques, le MAP, le CDP et l'UNUPS. Il y a eu beaucoup d'acquis grâce à vous tous. Et présentement, nous voulons renforcer ces acquis-là. En plus, il s'agit notamment au niveau de l'enseignement, parce que nous avons 37 classes sous Payotte. Il y a également au niveau de la santé, où on a 2 CSPS pour 23 000 habitants. Et je voudrais aussi également parler des les moyens propres de la commune, par la sensibilisation de la population, par la sensibilisation des conseillers à jouer leur rôle. Bagaré peut aussi compter sur le parrain. Je vais continuer à accompagner cette commune parce que ce n'est pas la première fois que je viens ici. Je connais très bien cette commune. J'ai parcouru plusieurs villages de cette commune. J'ai déjà accompagné dans plusieurs projets de développement au niveau de cette commune. Et je pense que le fait que je sois encore parrain aujourd'hui me donne le courage, sinon l'obligation, de continuer à appuyer cette province dans sa quête de développement. Les citoyens, eux, ne manquent pas de doléances. On a 37 classes à Payotte, on souffre trop.
Il y a aussi, on souffre un peu de l'eau potable. Si elle peut faire des forages ajoutés, ça va nous arranger. Hélène Saba Ouedraogo a été élue sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, parti au pouvoir. Terminons par cet incendie qui s'est déclaré ce matin dans les locaux de l'ancien bâtiment de la Lona B. À notre arrivée, l'incendie avait déjà été maîtrisé. Selon les explications, il s'agit d'un coffret informatique logé dans ce bâtiment âgé d'une vingtaine d'années qui a subi un court-circuit. L'incendie a été maîtrisé grâce aux vigiles et aux sapeurs-pompiers. Il y a eu plus de peur que de mal puisqu'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Les précisions du responsable de l'informatique de la Loterie nationale au micro de Pélagie Bempanomé Savargo. On a constaté de la fumée qui sortait un peu de la colonne et on ne savait pas d'où ça venait. Et après, on nous a signalé que c'était au premier. Et par chance, les vigiles qui étaient là ont pu éteindre l'incendie qui était déclaré au niveau du coffret informatique. Donc, nous avons fait les premiers constats. Et l'origine, c'est certainement une prise électrique, une multiprise électrique qui a dû donc, on ne sait pas trop, être court-circuitée ou quoi, mais c'est l'origine du feu se trouve certainement au niveau de cette multiprise-là qui a été complètement disséminée. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.